Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans ce paragraphe 4, nous abordons le calcul approché des intégrales. C'est très important car en pratique, il est rare de pouvoir calculer une intégrale de façon exacte. Commençons par étudier la méthode des rectangles. Pour cela, définissons les sommes de Riemann. Étant donné deux réels a et b avec a strictement inférieur à b, f une fonction continue sur le segment AB à valeur réelle et n un entier naturel non nul, on note I indice n de f, le nombre égal à b-a sur n, facteur de la somme pour k variant de 0 à n-1 de f de a plus k facteur de b-a sur n. I indice n de f est la somme de Riemann d'ordre n de f sur le segment AB. Visualisons-la. Je vous redonne son expression et je la représente avec n égale 5. I indice n de f est égal à la somme des aires des rectangles qui apparaissent sur la figure. Chaque rectangle a en effet une aire égale à b-a sur n, facteur de f de x indice k, où x indice k désigne le nombre a plus k fois b-a sur n. On peut donner une variante des sommes de Riemann en faisant varier l'indice de sommation de 1 à n, au lieu de le faire varier de 0 à n-1, ce qui revient à construire les rectangles à partir de la droite au lieu de les construire à partir de la gauche. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe quand n tend vers l'infini, et le résultat est le même avec l'une ou l'autre somme. Je vous redonne les notations, et le résultat important est que la limite de in de f, lorsque n tend vers plus l'infini, existe et est égale à l'intégrale de a à b de f de t dt. Avant d'en faire la démonstration, voici une représentation graphique d'une somme de Riemann avec n égale 5. L'intervalle AB est découpé suivant une subdivision régulière formée de 5 sous-intervalles x indice k, x indice k plus 1. Et sur chacun d'eux, on calcule l'aire du rectangle de hauteur f de x indice k. On peut voir que sur chaque sous-intervalle, l'aire du rectangle, bien que distincte de l'intégrale correspondante, n'en est pas si loin. Avec une subdivision plus fine, l'écart entre l'aire de chaque rectangle et de l'intégrale correspondante semble encore plus petite. L'aire totale des rectangles s'est approchée au moins en apparence de l'aire sous la courbe. Passons à la démonstration. Pour simplifier un peu la démonstration, je fais une hypothèse supplémentaire. Je suppose que f est une fonction m indice 1 lipschitzienne sur le segment AB. Ça veut dire que toutes les cordes tracées sur le graphe de f ont une pente en valeur absolue inférieure ou égale à m indice 1. La démonstration n'est pas valable pour toute fonction continue, mais je vous promets que le résultat est bien valable pour toutes les fonctions continues. Pour le moment, on fixe n un entier naturel non nul. On pose h le pas de la subdivision égal à b-a sur n, et on note x indice k le kème point de la subdivision égal à a plus k fois h. Et on va évaluer la différence entre l'intégrale de a à b de f de t dt et la somme de Riemann I indice n de f. Ce qui donne, d'après la définition de I indice n de f, intégrale de a à b de f de t dt moins h fois la somme pour k variant de 0 à n-1 de f de x indice k. Pour pouvoir comparer ces deux termes, on écrit le premier terme avec une somme grâce à la relation de Chasles. L'intégrale de a à b de f de t dt moins I indice n de f est égale à la somme pour k variant de 0 à n-1 de l'intégrale de x indice k à x indice k plus 1 de f de t dt moins h fois la somme pour k variant de 0 à n-1 de f de x indice k. Ne connaissant pas la fonction f, on ne peut pas évaluer l'intégrale. On transforme donc le deuxième terme sous la forme d'une intégrale dans le but de regrouper ensuite les deux termes. L'intégrale de a à b de f de t dt moins I indice n de f est égale à la somme pour k variant de 0 à n-1 de l'intégrale de x indice k à x indice k plus 1 de f de t dt moins la somme pour k variant de 0 à n-1 de l'intégrale de x indice k à x indice k plus 1 de f de x indice k dt. On regroupe alors tous les termes en écrivant que l'intégrale de a à b de f de t dt moins I indice n de f est égale à la somme pour k variant de 0 à n-1 de l'intégrale de x indice k à x indice k plus 1 de f de t moins f de x indice k dt. On en déduit que la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de t dt moins I indice n de f est inférieure ou égale à la somme pour k variant de 0 à n-1 de l'intégrale de x indice k à x indice k plus 1 de valeur absolue de f de t moins f de xk dt. En utilisant le fait que f soit m1 lipschitzienne, on peut majorer ce dernier terme par la somme pour k variant de 0 à n-1
de l'intégrale de x indice k à x indice k plus 1 de m1 fois valeur absolue de t moins x indice k dt. On factorise par m1 et on va évaluer l'intégrale restante. Je n'utilise pas encore de primitive car on va voir ça seulement dans le paragraphe suivant. On représente la fonction qui a t associe, valeur absolue de t moins x indice k sur le segment x indice k plus 1. L'intégrale est égale à l'aire du triangle ainsi construit, c'est-à-dire égale à h au carré divisé par 2. On obtient que la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de t dt moins i indice n de f est inférieure ou égale à m1 facteur de la somme pour k variant de 0 à n-1 de h au carré sur 2. Les termes de la somme étant tous égaux, on obtient comme nouveau majorant m1 fois n fois h au carré sur 2. Et en remplaçant h par son expression, on obtient finalement la majoration de la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de t dt moins i indice n de f inférieure ou égale à m1 facteur de b moins a au carré divisé par 2n. Ce majorant tendant vers 0 quand n tend vers plus l'infini, le théorème d'encadrement permet de conclure que i indice n de f tend vers l'intégrale de a à b de f de t dt. Pour terminer ce passage avec la méthode des rectangles, je vous propose un programme en langage Python. Le but est d'évaluer i indice n de f dont on rappelle l'expression. I indice n de f est égal à b moins a sur n, facteur de la somme pour k variant de 0 à n-1 de f de a plus k fois b moins a sur n. Le programme s'appelle rectangle, il prend en paramètre la fonction f à intégrer, les bornes a et b d'intégration et le nombre n d'intervalles de la subdivision. On commence par calculer le pas h de la subdivision. On considère une variable s dont le rôle sera de représenter la valeur de la somme et qui pour l'instant est initialisée à 0. On lance ensuite une boucle pour calculer la somme, dans laquelle on ajoute l'image par f d'un point de la subdivision, et on fait passer ce point au suivant pour le prochain passage dans la boucle. En sortant de la boucle, s est égal à la somme pour k variant de 0 à n-1 des f de a plus k fois h. Il reste à multiplier s par h et à renvoyer le résultat. Voici un petit jeu d'essai. En supposant que j'ai enregistré mon programme dans un fichier nommé rectangle.py, on charge le programme par la commande from rectangle import étoile. On définit ensuite une fonction dont on veut évaluer l'intégrale. J'ai choisi la fonction qui a x associe x exposant 9 car son intégrale exacte sur l'intervalle 0,1 est facile à calculer, elle est égale à 1 dixième, ce qui va nous permettre de comparer avec les valeurs approchées fournies par le programme. Dans le troisième essai, on a pris n égale 1000 et le résultat donné est correct avec une erreur relative de 0,5%. La théorie c'est beau, mais voyons ce qui arrive en pratique. Nous avons vu qu'un majorant de l'erreur est donné par m1 fois b-a au carré divisé par 2n. Donc en théorie, il suffit de multiplier n par 10 pour diviser le majorant de l'erreur par 10. Mais ceci est vrai parce que l'on a considéré que le calcul de la somme de Riemann est fait de façon exacte. Et dans ce cas, elle se rapproche bien de l'intégrale quand n augmente indéfiniment. Mais en pratique, on rencontre deux problèmes principaux. Pour commencer, à chaque fois que l'on voudra diviser l'erreur par 10, il faudra multiplier n par 10, ce qui multipliera d'autant le temps de calcul. Le second problème est que le calcul de somme est fait en machine de façon approchée, et plus n augmente, plus il y aura d'approximations dans la somme. Si l'on choisit n trop grand, ces erreurs cumulées peuvent devenir prépondérantes, et le calcul effectif de la somme de Riemann n'en sera pas meilleur. Il faudra donc, au choix, trouver un compromis sur n assez grand pour que l'erreur théorique soit raisonnable, mais pas trop grand pour que les temps de calcul et les erreurs d'approximation soient aussi raisonnables. Ou alors, deuxième choix, on laisse tomber la méthode des rectangles pour trouver d'autres méthodes plus efficaces. Nous allons voir une deuxième méthode de calcul approchée d'intégrale, appelée la méthode des trapèzes. Je vous rappelle que l'aire d'un trapèze est égale à la moyenne des deux bases multipliée par la hauteur. La méthode des trapèzes, pour estimer une intégrale, ressemble à ce que l'on a vu dans la méthode des rectangles. On remplace juste les rectangles par des trapèzes. Visuellement, il semble que les segments hauts des trapèzes soient plus proches de la courbe que ne l'étaient ceux des rectangles. On peut donc espérer une meilleure approximation, mais il va falloir confirmer ça rigoureusement. La somme des aires des trapèzes est, en s'appuyant sur la figure précédente, égale à la somme pour k variant de 0 à n-1 de f de x indice k plus f de x indice k plus 1 facteur de h divisé par 2, expression que l'on note t indice n. En factorisant par h sur 2
puis en séparant la somme en deux, on obtient T indice n est égal à h sur 2, facteur de la somme pour k variant de 0 à n-1 de f de x indice k, plus la somme pour k variant de 0 à n-1 de f de x indice k plus 1. Une translation d'indice dans la deuxième somme nous donne T indice n égale à h sur 2 facteur de la somme pour k variant de 0 à n-1 de f de x indice k, plus la somme pour k variant de 1 à n de f de x indice k. En regroupant les termes qui apparaissent dans les deux sommes et en isolant les autres, on obtient T indice n est égal à h sur 2 facteur de f de a plus la somme pour k variant de 1 à n-1 de 2 fois f de x indice k plus f de b. Ou si on préfère, T indice n est égal à h facteur de f de a sur 2 plus la somme pour k variant de 1 à n-1 de f de x indice k plus f de b sur 2. Si vous comparez maintenant I indice n avec T indice n, on a seulement remplacé f de a par la moyenne de f de a et de f de b. Et on va voir que ce changement apparemment anodin va donner de bien meilleurs résultats. Considérons une fonction f de classe C2 sur le segment AB et n un entier naturel non nul. On pose M2 la borne supérieure de la valeur absolue de la dérivée seconde de f sur le segment AB, et T indice n, comme on a vu précédemment, égale à b-a sur n, facteur de f de a sur 2, plus la somme pour k variant de 1 à n-1 de f de a plus k fois b-a sur n, plus f de b sur 2. Alors la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de t dt moins T indice n est majorée par m sur 2, facteur de b-a au cube, divisé par 12n au carré. Il sera plus facile de faire la démonstration quand nous aurons établi le résultat suivant. f désignant une fonction de classe C2 sur le segment AB à valeur réelle et M2 étant la borne supérieure de la valeur absolue de la dérivée seconde de f sur le segment AB, alors pour tout x appartenant au segment AB, on a valeur absolue de f de x moins f de a moins f de b moins f de a divisé par b-a facteur de x moins a est inférieur ou égal à m2 divisé par 2 facteur de x moins a facteur de b moins x. Démontrons ce résultat. Nous pouvons déjà remarquer que l'inégalité est vérifiée lorsque x est égal à a ou à b, car dans ce cas les deux membres sont nuls. Fixons donc x un réel dans l'intervalle ouvert AB. Définissons la fonction phi sur le segment AB qui a t à ceci. f de t moins f de a moins f de b moins f de a divisé par b moins a facteur de t moins a plus k facteur de t moins a facteur de b moins t, où k est une constante réelle choisie de telle sorte que phi de x soit nul. Phi étant la somme de la fonction f et d'une fonction polynomiale, phi est aussi de classe C2 sur le segment AB. Nous allons appliquer le théorème de Rolle à la fonction phi sur le segment AX. En effet, le calcul de phi de a est immédiat et donne 0. Et on s'est arrangé pour que phi de x soit nul. Et phi étant de classe C2 sur le segment AB, phi est bien continu sur le segment AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Il existe donc un réel C dans l'intervalle ouvert AX tel que phi' de C soit nul. Le même argument permet de dire qu'il existe un réel D dans l'intervalle ouvert XD tel que phi' de D soit nul. On peut alors appliquer le théorème de Rolle à la fonction phi' sur le segment CD et affirmer qu'il existe un réel E dans l'intervalle ouvert CD tel que phi seconde de E soit égal à 0. Mais en calculant la dérivée seconde de phi, on obtient que pour tout t dans le segment AB, on a phi seconde de t est égal à f seconde de t moins 2 fois k. En appliquant cette relation au point E, on trouve k égale à f seconde de E divisé par 2. En appliquant maintenant phi au point x et en remplaçant k par l'expression que l'on vient de trouver, on obtient f de x moins f de a moins f de b moins f de a divisé par b moins a facteur de x moins a est égal à moins f seconde de E divisé par 2 facteur de x moins a facteur de b moins x. Il n'y a plus qu'à appliquer la valeur absolue à cette relation et à majorer la valeur absolue de f seconde de E par m2 pour terminer la preuve du résultat préliminaire. Nous allons donc maintenant pouvoir démontrer que la méthode des trapèzes fonctionne bien. En appliquant la relation de Chasles sur l'intégrale et en remplaçant t indice n par son expression, on a intégrale de a à b de f de t dt moins t indice n
est égal à la somme pour k variant de 0 à n-1 de l'intégrale de x indice k à x indice k plus 1 de f de t dt, moins la somme pour k variant de 0 à n-1 de f de x indice k plus f de x indice k plus 1 fois h divisé par 2. Ce terme, dans la deuxième somme, peut s'écrire comme l'intégrale de x indice k à x indice k plus 1 de f de x indice k plus f de x indice k plus 1 moins f de x indice k divisé par x indice k plus 1 moins x indice k, facteur de t moins x indice k dt. On peut alors regrouper tout le terme de droite sous une seule somme et une seule intégrale. On majore alors la valeur absolue de la somme par la somme des valeurs absolues, et la valeur absolue de l'intégrale par l'intégrale de la valeur absolue. Grâce au résultat préliminaire, cette dernière valeur absolue est majorée par m2 sur 2, facteur de x indice k plus 1 moins t, facteur de t moins x indice k. Pour simplifier le calcul de cette intégrale, on écrit x indice k plus 1 moins t sous la forme x indice k plus 1 moins x indice k plus x indice k moins t, c'est-à-dire égal à h plus x indice k moins t. On peut donc majorer le terme de droite par m2 sur 2 fois la somme pour k variant de 0 à n-1 de l'intégrale de x indice k à x indice k plus 1 de h fois t moins x indice k moins t moins x indice k au carré dt. Si l'on ne veut toujours pas utiliser de primitive pour l'instant, on peut évaluer cette intégrale en utilisant des approximations par les fonctions en escalier. On obtient le majorant m2 divisé par 2, facteur de la somme pour k variant de 0 à n-1 de h au cube divisé par 6. En remplaçant h par son expression, le majorant est finalement égal à m2 fois b-a au cube divisé par 12 fois n au carré. Voici un programme Python qui applique la méthode des trapèzes pour évaluer l'intégrale d'une fonction. Je nomme naturellement trapèze ce programme. Il prend en paramètre la fonction f à intégrer, les bornes a et b de l'intégrale et le nombre d'intervalles de la subdivision. On commence par calculer le pas de la subdivision. La variable s permettant de calculer la somme est initialisée avec la valeur de f de a plus f de b divisé par 2, et on utilise comme pour la méthode des rectangles une boucle pour lui ajouter les autres termes. Tiens, dans la boucle, j'ai inversé l'ordre des deux lignes. Pouvez-vous en trouver la raison? Il reste alors à renvoyer la valeur de h fois s, qui est une valeur approchée de l'intégrale. Voici un jeu d'essai. J'utilise la même fonction que la méthode des rectangles. On peut voir qu'avec la méthode des trapèzes, avec n égale 100, la valeur obtenue est meilleure qu'avec n égale 1000 dans la méthode des rectangles. Pour en comprendre la raison, il suffit de regarder les majorants de l'erreur commise avec les deux méthodes. Dans les deux majorants, le terme important est le terme en n. Avec la méthode des rectangles, le majorant est une constante divisée par n, alors qu'avec la méthode des trapèzes, le majorant est une constante divisée par n au carré. Ce deuxième majorant converge bien plus vite vers 0. Et pour obtenir des valeurs approchées similaires avec les deux méthodes, on aura besoin des valeurs de n moins grandes avec la méthode des trapèzes. Ce qui veut dire qu'il faudra moins de temps pour faire le calcul, et aussi qu'il y aura moins d'accumulation d'erreurs de calcul lors du calcul effectif en machine. Nous allons voir encore une autre méthode, dite méthode de Simpson, qui va encore améliorer l'exposant sur n. On considère maintenant f une fonction de classe C4 sur le segment AB à valeur réelle, soit m indice 4, un majorant en valeur absolue de la dérivée quatrième de f sur le segment AB. On pose h égale b-a sur 2n et x indice k égale à a plus k fois h. On pose aussi s indice n égale à h sur 3, facteur de f de x indice 0, plus 4 fois f de x indice 1, plus 2 fois f de x indice 2, plus 4 fois f de x indice 3, plus, etc., en alternant comme ça le coefficient 4, 2, 4, 2, jusqu'à 4 fois f de x indice 2n-1, plus f de x indice 2n. Alors l'écart entre l'intégrale de a à b de f de t dt et s indice n est majoré par m indice 4 fois b-a exposant 5 divisé par 2880 fois n exposant 4. Voici l'interprétation graphique de la méthode de Simpson. Vous devinez le truc? Pour la méthode des rectangles, on remplaçait f par des fonctions constantes. Pour la méthode des trapèzes, on remplaçait f par des fonctions affines.
Pour la méthode de Simpson, on remplace la fonction f par une fonction polynomiale de degré au maximum 2 sur l'intervalle x indice 2k, x indice 2k plus 2. Et on s'arrange aussi pour qu'elle coïncide avec f sur les 3 points d'abscisse x indice 2k, x indice 2k plus 1 et x indice 2k plus 2. Je note cette fonction f chapeau indice k. Grâce à l'interpolation de Lagrange, on peut donner une expression de cette fonction du second degré. Vous pouvez vérifier que s indice n est égal à la somme pour k variant de 0 à n-1 de l'intégrale de x indice 2k à x indice 2k plus 2 de f chapeau indice k de t dt. Je ne détaille pas le reste de la démonstration. Je vous donne par contre un nouveau programme Python implémentant cette méthode. Le programme s'appelle Simpson, il prend comme pour les autres programmes les paramètres suivants, à savoir la fonction f à intégrer, les bornes a et b de l'intervalle et le nombre d'intervalles de la subdivision. On calcule h, cette fois-ci égal à b-a sur 2n. S est initialisé avec f de a plus f de b. On calcule le reste de la somme avec une boucle, la seule différence avec les autres programmes est que le coefficient change une fois sur 2. J'utilise la petite astuce coefficient égal à 6 moins coefficient pour que le coefficient prenne alternativement les valeurs 4 et 2. Une fois la boucle terminée, il ne reste plus qu'à multiplier par h sur 3 pour obtenir s indice n et à renvoyer le résultat. Je vous donne un jeu d'essai avec ce programme. Vous pouvez voir sur cet exemple qu'avec n égale 10, on a une approximation de qualité similaire à celle des trapèzes avec n égale 100. Je vous récapitule une dernière fois les majorants des erreurs pour chaque méthode. Ne vous laissez pas impressionner par le coefficient 2880. Ce n'est qu'une constante qui est souvent largement compensée par la constante m indice 4. Ce n'est pas ça qui fait que la méthode de Simpson est efficace. Ce qui est important, c'est l'exposant 4 sur n. Vous pouvez écrire vos propres programmes comme on vient de le faire, mais vous pouvez aussi utiliser des programmes tout faits, par exemple en utilisant les bibliothèques de Python, et plus précisément SciPy que l'on peut prononcer SciPy pour faire savant. Voici quelques fonctions disponibles. On commence à importer le module approprié, ici le module scipy.integrate, que l'on charge en mémoire sous le nom spig. Dans ce module, on dispose de la fonction quad, qui prend en paramètre une fonction et les deux bornes de l'intégrale à calculer, et qui renvoie une valeur approchée de l'intégrale. Vous avez aussi la fonction trapz, trapz, qui prend en paramètre une liste de points et leurs images, et qui utilise la méthode des trapèzes pour évaluer l'intégrale. Attention, le premier paramètre, c'est l'image des points, et le second paramètre, les points eux-mêmes. Vous avez d'autres fonctions disponibles, à vous de fouiller dans l'aide du module. Voici un exemple d'utilisation donné en mode interactif. On commence par charger en mémoire le module scipy.integrate sous le nom spig, ainsi que le module numpy sous le nom np. On définit alors la fonction que l'on souhaite intégrer, ici la fonction qui a x associe 1 sur x au carré plus 1. On applique alors la fonction quad à la fonction f sur l'intervalle 0,1. Et Python nous renvoie une estimation de l'intégrale de f sur l'intervalle 0,1, ainsi qu'un majorant de l'erreur commise. On peut évaluer l'intégrale avec la fonction trapz. On commence par définir une subdivision de l'intervalle 0,1. Ici j'ai choisi une subdivision régulière nommée x avec 10 points. Il suffit alors d'appliquer la fonction trapz en précisant les paramètres f de x et x. Et Python nous renvoie à nouveau une valeur approchée de l'intégrale de f sur l'intervalle 0,1. Bon, ici la fonction choisie est assez simple, et on sait calculer son intégrale qui vaut pi sur 4. Pour se rendre compte de la qualité des approximations obtenues, je demande à Python de me donner une valeur approchée de pi sur 4. Avec la fonction trapz, le résultat n'est pas extraordinaire. Il faudra utiliser plus de points. Avec la méthode quad, le résultat est vraiment très bon. Je vous laisse calculer les erreurs relatives dans les deux cas pour comparer. Nous allons voir comment utiliser la bibliothèque matplotlib pour faire une jolie représentation graphique. Cette fois-ci, j'ai enregistré toutes ces instructions dans un fichier. En effet, une erreur de saisie est vite faite et tout devoir retaper devient vite pénible. On commence par charger en mémoire le sous-module pyplot de matplotlib sous le nom plt, ainsi que le module numpy sous le nom np. On définit la fonction que l'on souhaite représenter. Je prends la même fonction que dans l'exemple précédent. On définit alors une subdivision de l'intervalle sur lequel on souhaite représenter la fonction.
Ici l'intervalle -1,5, 3,5, avec par défaut 50 points dans la subdivision. Et on demande à Python de tracer point par point la fonction f avec la fonction plot. Le dernier paramètre indique que le tracé devra être fait en rouge et en reliant les points entre eux. Pour illustrer le calcul de l'intégrale par la méthode des trapèzes sur l'intervalle 0,1, on définit une subdivision régulière de l'intervalle 0,1 constituée de seulement 4 points. Et on fait tracer à Python la fonction f sur l'intervalle 0,1, toujours point par point, avec une nouvelle subdivision. Mais cette fois-ci le tracé devra être fait en bleu, et au lieu de relier les points, il va les marquer chacun d'un point bleu. Le tracé de f que l'on vient de faire sur l'intervalle 0,1 est très imprécis. On définit encore une subdivision xint de l'intervalle 0,1 mais avec plus de points, ici 30. L'instruction grid permet de tracer un quadrillage. L'instruction fill between va remplir la zone entre l'axe des abscisses et la fonction donnée en paramètre avec la liste des points. On fait un premier remplissage en vert avec une subdivision contenant beaucoup de points pour avoir une bonne visualisation de l'intégrale. Et on recommence en bleu clair en utilisant la subdivision x1. Cette deuxième représentation va venir recouvrir en partie la première. Enfin, on donne un titre à la figure. Jusqu'ici, Python n'a pas créé de figure. Il faut utiliser l'instruction show pour qu'il la crée. Et voici le dessin obtenu. Je vous invite à créer vos propres exemples. C'est bien d'admirer mon travail, mais ce qui est important, c'est que vous soyez capable de le reproduire par vous-même. Voilà, ce paragraphe 4 est terminé. Il existe d'autres méthodes de calcul approchées d'intégrales, mais pour une première approche, cela nous suffira. Je vous propose de continuer votre étude avec le paragraphe 5, traitant du lien entre l'intégration et la dérivation.